Alors, la paracha de la semaine, et je l'ai dit hier soir dans le Dvar Torah le mini Dvar Torah qu'on a fait durant la Seuda de Rosh Chodesh, Seuda exceptionnelle, que la Keila, la congrégation a l'habitude de faire maintenant, ça fait quelques Rosh Chodesh, en grande pompe. Et donc, hier, il y avait une petite Seuda, une belle Seuda, pas une petite, une belle Seuda. Je suis venu pour faire un vite, et j'ai dit un petit Dvar Torah. J'ai parlé donc de la mitzvah de la Torah de cette semaine. Et c'est une mitzvah de la Torah, positive et négative. Une mitzvah d'abord positive, c'est de mettre du sel dans toutes les corbanotes. Mettre du sel dans tous les corbanotes. Vous mettrez du sel à toutes les sauces. Non. Toutes les offrandes et les oblations, tu mettras du sel. Et tu n'épargneras pas le sel des offrandes, tu n'utiliseras pas le sel, et dans toutes tes corbanotes de sacrifice, il va avoir du sel. Donc ça, c'est une mitzvah de mettre le sel. Et il y a une autre mitzvah, par contre, négative, toute offrande que vous offrirez à Dieu, l'ota assez hametz, il ne faudra pas les faire avec du hametz. Tous les pains qui étaient au Beth Amikdash, toutes les offrandes, les oblations qui étaient au Beth Amikdash, à part deux qu'on en parlera plus tard, étaient du pain matzah. Quand je dis matzah, c'est pas des fins. Ouais. Voilà, matzah. Qui n'a pas été fermenté, qui n'a pas été levé. Pas passé plus d'un. C'est pas terminé. Kol des vaches, l'otektor mounou chez Hachem. Ainsi, donc tout levure, vechol des vaches, et tout miel ne sera pas servi et ne sera pas mis en sacrifice pour Hachem. On ne met pas de miel dans pas de miel au Beth Amikdash. Pas de miel, rien. Aucun miel, et ça on le dit tous les jours. Moi je dis ça toujours, tous les jours, vous dites ça, Rabbeinu, dans les Kétoret. Comme il est écrit dans la Kétoret, Tana e bar kapara, ilo ten bar koto shel vache, en adam yachol mipnei erecha. ולמה אין מערבין בדבש? לפני שהתורה אמרה, כי כל שאור וכל דבש לא תקטמו מפני של השם. De quoi il parle bar kapara? Vous vous rappelez de cette phrase, messieurs? Est-ce que vous vous rappelez de cette phrase? On le fait le matin et le soir à la Kétoret. On parle de la Kétoret, l'encens. L'encens, bar kapara, il nous dit l'encens, vous savez, il y avait 11 ingrédients pour l'encens. L'encens exceptionnel qu'on faisait au Beth Amikdash matin et soir, matin et après-midi. Et cet encens, on n'a pas le droit de la faire à la maison, vous le savez. Je ne peux pas prendre ces 11 ingrédients, les mettre ensemble et les faire. Je n'ai pas le droit. Oui, tu les connais, c'est écrit dans le Kétoret. Je te donne l'adresse si tu veux les acheter. Ils sont là. OK? Mais, je veux dire, rofle, etc. Mais, si on mettait du miel dedans, à votre avis, est-ce que ça aurait fait une bonne odeur? Tané bar kapara. Bar kapara, il nous dit, Ilo aya tel bakortov shel vache. Si on avait mis du miel dans ce mélange, personne n'aurait pu résister à l'odeur, tellement ça aurait été une odeur irrésistible, exceptionnelle. Alors si c'est comme ça, c'est magnifique, c'est pour Dieu, l'encens pour Dieu, maison du miel, rajoutons un peu de miel. Mais là, c'est Zati, reste avec moi le chiot, après. Je m'amuse. Mais la main, il marvin badevash. Et pourquoi on ne mélange pas alors du miel? Mais parce que la Torah me l'a demandé dans la paracha de cette semaine. Qu'est-ce qu'elle a dit? Kol seor vechol davevash, tout levure et tout miel, l'otakteru mimino chez la chaîne. Vous ne l'offrirez pas en sacrifice à Dieu. Point la ligne. Ah, mais ça peut être magnifique. Mais non, pas de cela. Alors, tous les pains qui étaient au Beth Amikdash, par exemple, les beaux pains de préposition, comme ça qu'on dit, proposition que vous voyez ici. Regardez ces beaux pains là que je vous montre ici. Ce pain comme ça, c'est des gros pains là, c'est pas de la petite. Regardez là, ces pains là. Vous voyez ces pains là? Ça, c'était de la matzah. C'était de la matzah top. Alors, vous allez me dire, la matzah, mais on dirait qu'ils sont épaisses comme ça. Comme la matzah des Témani. Les Témani, vous avez déjà vu la matzah? Ils te font un lafacha ou un mat top de chez top. Et moi, je pense que ça devait être comme ça la matzah avant. Aujourd'hui, pourquoi c'était comme ça? D'où j'ai une preuve que c'est comme ça la matzah? Aujourd'hui, on l'a fait extra fine, cracker. Ça, il n'y a pas de problème aussi à la c'est bien à faire comme ça aujourd'hui. Pourquoi? Pour éviter qu'il y ait ce qu'on appelle des grumeaux de farine non cuits dans la pâte, des alvéoles comme ça qui sont créés, voilà, dans les poches. Donc nous, on les fait, on les troue, ils sont craqués en 2 mm et ils n'ont pas le temps de passer par
par le sol, qu'on appelle ça, du four, qui sont déjà grillés, ils sont déjà brûlés. Il n'y a pas de problème. Donc tout est cuit. Maintenant, vous allez me dire, alors d'où je sais que apparemment les matzot de l'époque étaient différentes, c'était bien moelleuses et différents et plus comme une pita, on va dire. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit que Kilel Azaken, Shaya Kochan Bevatachat, les Kayem Eshneemar al Matzot Morim Uchlu. Vous savez, le korech, le sandwich. Quel sandwich avec cette matzah qui se fracasse? C'est un sandwich, ça part de tous les sens. Et ce sandwich, c'était comme il est à la Zaken. Qu'est-ce qu'il faisait? Il est à la Zaken, mettait le Maroc et le matzot et le mishwi du Korban Pessah. Le Korban Pessah qui était un mishwi en fin de compte. C'est la viande grillée. Et il mettait dans ça la matzah, le Maroc et l'agneau. Et il faisait un sandwich. À mon avis, hein, il mettait pas hummus, mais il mangeait comme ça. Et c'est. Moi, je mets du beurre. Moi, je mets du beurre. Hazve shalom, chez Znati, le beurre et la viande. Non, pas la viande. Du beurre, du fromage et on fait le sandwich. Ah oui, non, mais je parle du sandwich Pour que la matzah ne se coupe pas. Non, mais je parle le sandwich du Seder de Pessah, chez Znati, vous ne mettez pas de fromage. Le soir du Seder. Qu'est-ce qu'on met le soir du Seder? On met une feuille de laitue, la harosette, et on mange. Mais à l'époque, pourquoi on fait ça? Pourquoi nous on fait ça maintenant? On me dit pour rappeler comment il faisait à l'époque du Beth Amidash. Mais nous, on n'a pas de Korban Pessah, on n'a pas d'anneau pascal. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait ce qui est écrit dans la Torah, par un chatbo. Al matzot umrorim yuchleu. Vous mangerez le Korban Pessah avec la matzah et le maror. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait un sandwich. Korech veut dire sandwich. Ok, veut dire enveloppé. Et il mettait là-bas donc le Korban Pessah et le Maroc et la matzah. Et mangeait de cette manière, comme la Torah nous l'a dit. Alors je dis qu'aujourd'hui, c'est différent parce que la matzah n'est pas la même, elle n'a pas la même texture qu'à l'époque. D'accord? Maintenant, pourquoi la Torah, elle ne veut pas? Essayons de comprendre. Certaines, c'est pas l'explication, la seule explication, mais essayons de comprendre pourquoi le sel est, oui, recommandé et indispensable, au contraire, dans les corbanotes, et le miel et le hametz, c'est-à-dire le levure, le levain, n'est complètement aboli, et on doit l'abolir du Beth Amikdash, on doit l'enlever. Pourquoi? Et vous remarquerez, hein, oui. Parce que les temps sont durs et on ne veut pas les adoucir. Les temps ne se prêtent pas à des réjouissances ou à des. C'est une époque quand même assez triste. Non, à l'époque du Beth Amikdash, mais au contraire. Mais vous touchez quelque chose. Vous chatouillez l'idée que on retrouve une fois dans l'année où on amènera du hametz. Il y a une autre fois, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais une fois dans l'année, officiellement on amène du hametz Beth Amikdash et officiellement on amènera du miel de date, c'est du miel, enfin c'est le miel dont la Torah parle, silan, et on amènera Beth Amikdash, c'est des dates mielleuses, c'est des bikurim. Les bikurim, c'est quoi les bikurim? C'est le Shavuot. Shavuot, on a amené les bikurim, et les bikurim, c'était les prémices des 7 fruits d'Eretz Israël, dont donc la date, Medjol, la fameuse date. Et il y avait aussi à ce moment-là, au Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il y avait, messieurs? Il y avait au Beth Amikdash durant Shavuot, et c'était une fois dans l'année que ça se faisait. C'est ici, vous pouvez voir, ils sont là. Regardez, les 2 pains qu'on a amenés à Shavuot, qu'on appelait jeté à l'échem, les 2 pains faits à base de la farine, du nouveau froment, les 2 pains que vous voyez ici. Et vous voyez bien, c'est écrit, je ne sais pas si vous voyez, Hametz. Regardez ce qui est écrit. Hametz. Et ça, c'est très rare. Pas de Hametz pas de pain levé. Ces 2-là qu'on a mis pendant Shavuot avec les bikurim au même moment. Vous remarquez? Les 2 choses qui sont interdites, ils reviennent au même moment pendant les bikurim. Mais voilà, le miel et le pain levé. Pourquoi la Torah, donc, elle encourage le sel? Alors peut-être que le Rav Shlomo Amar donne une idée, j'essaie de ne pas trahir, je vais essayer juste d'amener une bribe de l'idée, c'est que le miel, c'est sucré, c'est doux. Et depuis qu'on est enfant, première chose que tu mets à un enfant dans la bouche, quand tu lui mets quelque chose de sucré, tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Miam, il en veut encore, n'est-ce pas? Il dira pas, ah, c'est pas bon.
connaissez la première réaction, je vois, parce que on n'est plus au point d'entraîner la petite. Mais bébé, lorsqu'on lui met déjà les aliments, des fois, tout de suite, elle crache. Mais dès qu'on lui met quelque chose de sucré, de doux, un petit amande, quelque chose, un fruit, dès qu'elle est agréable, elle le veut. Et tout de suite, elle associe à quelque chose de bon et elle en veut, etc., etc. Alors, si on peut dire que l'appel du désir et des plaisirs de ce monde, le symbole aussi du plaisir, c'est la douceur et la sucrosité. Depuis qu'on est enfant, et nous aussi entre nous, pas que enfants, pas que bébés, mais nous aussi on aime bien en fin de repas, un bon petit éclair au chocolat là, ou un bon petit millefeuille qui vient un petit peu radoucir tout ce qu'on vient de manger. On ne dit pas non, n'est-ce pas? On aime bien ça. Donc en fait, c'est une certaine symbolique de quoi? Du plaisir, du plaisir de la vie telle qu'elle. Et ça passe sa place dans l'endroit du sacrifice. L'endroit du sacrifice où on est en train de, ici, peut-être, se repentir de la faute. Et qu'est-ce que la faute? La faute, c'est parfois où on a un petit peu dépassé les limites du plaisir. Dépasser les limites du plaisir. Parce que le plaisir n'est pas interdit en tant que tel, mais un plaisir qui est canalisé. D'où l'idée du Khamet qu'on avait parlé de Yitzhara à l'époque. Un plaisir qui est structuré. Et ce plaisir structuré se retrouve un peu dans le sel. C'est quoi le sel? C'est un plat qui est fade, je mets un peu de sel. Je lui redonne tout ça, je sublime la saveur, là. Je redonne la saveur, je retrouve cette saveur. Alors oui, un grain de sel, c'est permis. Oui, le sel, c'est permis, parce que trop de sel, c'est pas bon. Trop de sel, c'est pas bon. Mais c'est quoi le CLD? C'est cet équilibre à avoir. Alors oui, on peut avoir un équilibre. Oui, on peut avoir un équilibre. Et alors pourquoi alors la levure qui est interdite et le miel qui est interdit? Oui, pendant Shavuot. Parce que Shavuot, le jour du don de la Torah, on dit que lorsqu'on est avec la Torah main dans la main, on saura se canaliser par la force de la Torah. La force de la Torah saura nous donner cette énergie à savoir parfois mettre les freins qu'il faut mettre. Et donc, c'est des idées qu'on retrouve dans tous ces ingrédients que la Torah a permis ou interdit, encouragé à mettre ou pas. Donc, c'est une très belle idée que j'ai beaucoup aimée. Et j'ai dit que sharing is caring. Donc, on partage. Oui ou non? La levure est interdite à Shavuot? Non, toute l'année est interdite. Dans le temple. Oui, dans le temple. Dans le temple. C'est hors des vaches. Tout à fait la levure. Vous savez ce que c'est de la levure, hein? Aujourd'hui, nous, la levure, c'est pas la levure. Vous savez ce que c'est la levure? La levure, c'est. Hein? Non, pas la levure qu'on utilise aujourd'hui. C'est quoi la levure de la Torah, elle parle? Quand on dit une levure, messieurs, quand vous dites levure, c'est quoi une levure? Quand je te dis, c'est quoi la levure? C'est quoi le levain? Mais la levure. C'est de la farine qui a déjà fermenté. Bah, ouais, c'est ça. La levure, le levain, aujourd'hui, on l'appelle la levure industrielle. Aujourd'hui, l'industriel, ce sont des champignons qu'ils ont créés. Mais le levain, bravo, vous avez bien dit, le levain, ils appellent ça le levain mère. Ils appellent le levain mère. Maman, mère. Et des fois, quand tu vas dans des grandes boulangeries de maîtres boulangers en France, je dis pain à la levure, pain au levain, dont elle a 58 ans ou 65 ans, elle a un truc mère. Voilà, exactement. Alors ça, la Torah te dit, tout ça, poubelle. Poubelle pendant Pessah, et tout ça, pas au Beth Amidash. Pourquoi? Parce que le Khamet, on a expliqué que ça correspond, etc., etc. Messieurs, maintenant, on reprend la Gemara. Une question, s'il vous plaît. Oui, alors, comment se fait-il qu'à Pessah, ils vous font des gâteaux avec de la farine et des gâteaux assez épais, assez volumineux? Alors, réponse d'abord, je ne sais pas si vous avez remarqué que tous ces gâteaux, on doit les manger avec un verre d'eau. Parce que, laisse l'histoire, pour que ça passe. Avec un verre de thé. Ça passe, moi, ils appelaient ça en Israël, au gatchenek. Ça veut dire le gâteau de l'étouffement. Tu vois, si tu dois faire ça avec. Alors, j'explique. Certains disent des étouffes chrétiens. Je vais expliquer. Il faut bien expliquer la halachot. Shabbat, on va en parler. Je vous invite justement Shabbat, 45 minutes avant Mincha, shiur de halakha. Mais, il faut savoir que M. Zati ne parle pas seulement des choses qu'on fait avec la fécule de pommes de terre. Parce que fécule de pommes de terre, ce n'est pas du hametz. Qu'est-ce qui est hametz? C'est tout ce qui est à base des 5 céréales. Blé, avoine, épeautre, orge, etc. Et seigle. Maintenant, je vais me dire, mais tu as bien des biscuits à l'orange. Vous vous rappelez, là, les biscuits à l'orange? Oui. Ça, la bienfaisance. La bienfaisance, là. Ouais. C'est addictif, ces petites galettes, là. Ouais. Tu en commences, hein, n'est-ce pas, Rabbi Marco? Tu commences avec, hein, tu ne sais pas où tu finis là-bas, tu vois, il n'y a plus de biscuits dedans. Ok? Alors, à Botaï, qu'est-ce qui se passe avec ces? Moi, je les mange,
je les mange avant la fête. J'attendais Pessah parce que je ne les mange pas pendant Pessah. Et ces pains, ils s'appellent comment? Ces biscuits? Non, c'est pas par rapport à l'alcool Ashgacha. Même si c'était une top Ashgacha, il y en a beaucoup qui ne mangent pas. Je vais expliquer pourquoi. On appelle ça matzah ashira. Il y a matzah, Comme la matzah aux œufs. matzah ashira, mais c'est la matzah aux œufs, ou matzah au vin, ou matzah à l'orange, matzah au citron. Ces biscuits là dont on parle, on appelle la matzah à l'orange, matzah aux œufs, matzah au vin. C'est quoi ça? Alors permettez-moi d'expliquer. Oui. C'est de la farine. Bien sûr que c'est C'est la la farine. farine. Voilà, je vais expliquer. C'est pas de la matzah. Je vais expliquer comment ça marche. Comment ça marche? D'après la Torah, ne peut devenir matzah que ce que peut devenir hametz. Donc, eau plus farine, plus fois 18 minutes, est égal hametz. Moins 18 minutes est égal matzah. Tu l'en fournis, super. Maintenant, la Torah, il y a des choses que la Torah elle a dit qu'il n'y a pas de réaction chimique hametz qui va se faire. C'est laquelle? C'est lorsqu'on prend de la farine. Donc la farine, c'est pas hametz en tant que tel. Chez nous, à la maison, on va pas garder la farine T55, je sais pas comment on appelle ça. La farine ici, on la garde pas parce qu'on la vend. On ne sait pas si on l'était avec de l'eau ou pas. Mais de base, la farine, théoriquement, elle n'est pas hametz. Donc si elle n'est pas hametz, je pourrais en avoir à la maison. La seule crainte, c'est qu'il y ait l'humidité au contact avec de l'eau. Donc, si je prends farine, plus jus de fruits 100% pur, je viens de presser devant à personne, ou du vin 100% pur, pas le vin là, dilué à la, je ne sais. 100%, je parle du 100%, ok? Ou des œufs, il n'y a pas de vin. Ou jus d'orange, ou jus de citron, pressé devant, voilà. Et je mélange. J'attends. Pas attendre 50 heures, ça ne va pas devenir hametz. Il n'y a pas de himoutz qui se fait. Ce n'est pas hametz d'après la Torah. Point la ligne. Par contre, est-ce que je peux la manger pendant Pessah pour le Seder de Pessah? Alors me demande Rabbi Harry, pourquoi pas? Why not? Réponse Rabbi Maurice. Parce que la matzah, c'est de l'eau et de la farine qui a cuit en dedans de 18 minutes. Bravo. La Torah dit comme ça. Lechem oni. Vous mangerez un pain de pauvre. Ou plutôt lechem oni, un pain pauvre. C'est quoi plein pauvre? C'est un plat qui est pauvre d'ingrédients, eau et farine. Dès que les ingrédients sont riches, jus de fruits, œufs, etc., c'est plus le pain pauvre dont la Torah a parlé. C'est pas hametz. Tu peux en manger pendant Pessah. Mais c'est pas le pain du Seder. Si, à part le Seder, il y a le mitzvah de manger la matzah chez Mora, tu peux manger ce que tu veux, ça. On va faire. Oui, Rabbin oui. Malkiel, il y a de la matzah shmura qui n'est pas pour les pauvres. Hein. Non, mais non, la matzah shmura, elle te rend pauvre. Vas-y, Shalom. Et le pain, il a dit le pain de misère à 80 € le kilo, tu l'amènes ça à IGA. Le goy, Bémet. Et moi, je dis Hachem, regarde ton peuple, comment il t'aime. Regarde ton peuple. Ils savent qu'ils se font arnaquer, ils acceptent quand même. Mais en tout cas, la vérité, c'est pas qu'on se fait arnaquer. D'abord, que vous sachiez, à Montréal, je vous le signe, hein, moi, j'ai pas fait tous les matzot du monde, mais j'en ai fait pas mal de matzot. Pour moi, aujourd'hui, au top 10, au top 5, au top 3, c'est les matzot de Montréal. La matzot des cuits, elle est top en digestion, elle est fine, etc. Mais ça demande beaucoup de travail, hein. Moi, un jour, vous savez quoi, messieurs, si vous avez envie, Erev Pessah, je vais voir avec le rabbin David Saba, parce que le rabbin David Saba, il va spécialement Erev Pessah cuire sa matzah dans la factory. Si vous avez envie, je vais essayer de voir avec mon père, qui est justement son fils, voir si on peut organiser un petit groupe, justement, de la Sina, et aller voir. Je vous en prie, venir voir comment ça marche. C'est impressionnant, ça va vous prendre 1 heure, 1 heure et quart. Mais de voir, de se rendre compte du processus, et c'est pas évident du tout. Le travail, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, beaucoup de main d'œuvre et surtout beaucoup de surveillance. Faut voir là-bas. Alors, bien évidemment, si vous êtes intéressé, je vérifie avec mon beau-père. Si on peut organiser un petit groupe à venir, dites-le moi. Et c'est bien sûr la matzah qui a été enfournée le jour de Pessah. Elle n'est pas 80 $, elle est bien plus chère. Mais c'est le meilleur top du top d'après la Chaye. Et pendant le moment où ils en font, vous savez ce qu'on fait? On chante le Hallel. C'est écrit dans la Gemara. On chante le Hallel, messieurs. Il y a tout un processus et tout, c'est très beau à voir. Donc, Bezat Hashem, pourquoi pas? Why not? Hein? Et si Rabbi Abraham il va être là pendant Pessah, monsieur Moyal. Alors, pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas se faire un petit trip, pas au Maroc, mais au Matzah Bakery, Factory. Maintenant, Vous savez, la majorité des matzot shmurot qu'on achète, soit faites en Israël, soit faites ici, eux, ils ne considèrent le 18 minutes qu'après avoir arrêté de pétrir la pâte.
Mais il y a des mahmirim qui, eux, commencent le 18 minutes à partir du moment du mélange de l'eau et de la matière. C'est comme ça chez nous. Voilà. À Montréal, c'est comme ça. Mais c'est pour ça que je vous Ça s'appelle Chai Harigaim. en Israël, même Badat Yerushalayim, tant qu'elle est manipulée, ils ne considèrent C'est une halakha dans le Shulchan Aruch basique, de base. Voilà, c'est ça. De base, la pâte, tant qu'elle est pétrie ou travaillée, elle va pas bouger, elle va pas fermenter, elle va pas lever, parce qu'elle est travaillée. Ok? Par contre, ici, vous voyez, vous allez voir, il y a un timer. Dès qu'on commence, je vous dis, c'est intéressant. Comment ça marche? Vous allez voir à la Mesa Factory. Ils ont tous donc des tabliers en plastique. Le mashgiach, le surveillant à la cache-route, il passe voir les ongles, ils sont bien limés, ils ont bien fait la manicure, tout ce qu'il faut. Pour ça, il n'y a pas de farine ou de petits morceaux de résidus de pâte qui sont collés là-bas. Et là, tu as comme ça des femmes et des hommes. C'est une vingtaine ou une trentaine, de part et d'autre. Dans la table, une immense table. Sur cette table, il y a une nappe en papier ciré, là, aussi le papier ciré, qui s'ouvre, un parchemin qui roule, un immense rouleau au début en tête de table, il déroule. Et là, l'eau qui avait ce qu'on appelle maïm shelanou, ça veut dire l'eau qui a reposé après puisage. C'est un eau qui a reposé 24 heures minimum. On ouvre une petite fenêtre, je vous dis comme ça. Il y a un local. Dans ce local, il y a un grand bocal avec la farine de la matzah shmura. La farine matzah shmura, c'est-à-dire la farine a été surveillée depuis la moisson jusqu'au moment où elle est dans le bol, qu'elle n'a jamais été en contact de l'eau. Et deuxièmement, c'est à chaque processus de la fabrication, c'est-à-dire de la mouture, etc. On a toujours dit les shem mitzat matzah. On le fait pour la mitzvah du soir du Seder. Donc la farine, elle a été vérifiée avec cette intention. Dès le moment là où il y a la farine dans le bol, messieurs, je vous dis, il y a comme une trappe, il y a une petite fenêtre de côté. On ouvre la fenêtre, parce qu'il ne peut pas avoir de l'eau dans ce local. On ouvre la fenêtre, il y a un type qui a une gourde, une cruche, et il verse. Et il dit, les shem mitzat matzah, et partout il y a des affiches. Les shem mitzat matzah, pour te rappeler. Les shem mitzat matzah, il verse. Et dès qu'il verse, là, tiens, un gars, il la mélange d'une vitesse. Il ne faut pas trop fort non plus, pas avec la main, pas trop avec la main non plus. Dès qu'ils ont fait un peu avec la main, il amène devant comme une machine hydraulique, un bâton, qu'il aplatit. Pourquoi pas trop avec la main? Pourquoi pas trop en jouer? Déjà, pourquoi pas trop jouer avec? Mais parce que plus tu vas jouer avec, tu vas la pétrir, plus tu vas créer ce qu'on appelle de la chaleur. Et la chaleur, c'est un propulseur de fermentation. Donc, on veut moins qu'il y ait plus de fer, etc. C'est intéressant. On la met, on travaille. On prend cette pâte. Il la change de pièces. Il la divise en je ne sais pas combien de petits patrons là. Et là, il distribue à chacun qui est sur la table. Et là, on y va. Avec les rouleaux. Mais en quelques secondes, hein, vous voyez la rapidité que ça se passe. Et là, tu as le timer au-dessus de la tête de tout le monde. Tu as un timer qui passe tout le temps. Depuis le moment où on a mis l'eau dans la farine, tu vois 18 et le décompte il commence. Chronomètre. Et le chronomètre il commence. Ils font 1, 2, 3. Et là, un gars il vient avec un bâton en bois. Dans ce bâton en bois est encerclé du papier comme ciré encore une fois, où il y a les matzot qui sont dépliés dessus. Il rentre, il les déplie dans le four qui a je sais pas combien 700 degrés de chaleur. Et il cuit. D'un autre côté, un autre qui vient, qui reprend, qui les enlève. C'est pas terminé. Dans le même shift. Sur des patins roulettes. Dans la même production de 18, ils en font des dizaines, hein. Des dizaines, la vitesse où ça va. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dès le moment après, ils retirent, c'est cuit, c'est fini. Après, ça sonne. Ding, ding. Dès que c'est fini, on enlève la nappe cirée. On enlève ils enlèvent les personnes de leur tablier, ils sortent de la pièce, ils vont se laver entièrement les mains, les trucs, le savon et tout. Ils coupent, il y a des coupes-ongles et tout pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Les rouleaux sont changés tout de suite. Non, attends, les rouleaux en fer sont nettoyés à fond parce que ceux qui font les trous, c'est des rouleaux en fer qui font les trous. Ceux-là, ils sont nettoyés à fond. Les autres rouleaux sont sablés. Vous entendez? Sablés. Papier de verre, là. Vous connaissez le papier là de sable? Sablé. Le rouleau aussi de la nappe où on l'a mis à cuisson là. Le petit rouleau, il y avait un papier, on l'enlève, on change, et tout ça, et donc ça demande, et c'est pas terminé. Si vous voulez sourire, venez dire, je vais voir si je peux vous monter là-haut. C'est immense l'immeuble. Tu montes en haut, un jour je suis rentré, je dis, hop, qu'est-ce que je vois? Je vois 3 Hasidim. Vous allez sourire. Parce que qui va être encore plus mahmir. Ils veulent vraiment rien faire machinalement, tout fait manuellement. Il y a des silos de blé chez Mora. Et le blé descend quelque part et il y a 3 gars en vélo en train de courir au vélo. Vous savez, pour faire le sport, ils font comme ça, ils sont en train de moudre la farine. Tu les vois là-bas, avec leur vélo, avec les titillants, tu es en train de je sais pas quoi.
et la farine, elle coule. Hop, ça, c'est encore une autre matzah un peu plus chère, messieurs. OK? Mais pour que tout soit fait manuellement, les Shem Mitzvot, le gars, il a des mollets, des biceps, il est fait pour toute la. Il a fait plus que le Tour de France grâce à la matzah. En tout cas. Donc, moi, je vous inviterai, je vais voir si on peut s'organiser petite visite, pourquoi pas, Absolument. et voir tout ça. Maintenant, je reviens à ma matzah Ashira. Permettez-moi, matzah Ashira. Alors, Harry, il a dit, pourquoi pas donc à manger le Seder de Pessah? Réponse. La Torah a dit, tu mangeras du pain, j'allais dire misérable. Ça veut dire du pain pauvre en ingrédients. Et c'est pas du pain pauvre en ingrédients. Maintenant, vous allez me dire, pourquoi alors pourquoi je ne mange pas? Personnellement, j'essaye, en tout cas. Pour moi, j'essaie, si je peux, de ne pas le manger pendant Pessah. Pourquoi il y a des gens qui mangent avant Pessah ces fameuses galettes d'orange, mais pendant Pessah, ils ne les mangent pas? Pourquoi? C'est pour les personnes âgées. Pourquoi? Non, Pour les gens qui n'ont pas dedans. non, pas du tout, pas du tout. Mechila, non, Mechila, vous mélangez Rabbi Maurice. Vous mélangez. Celui qui mangerait cette matzah pour le soir de Pessah ne fera aucune mitzvah, juste à l'entendre. Hein. Je répète. Je dis pourquoi ceux pendant la fête, ils veulent manger même en journée. Ouais. Je répète, pourquoi il y a des gens qui, comme parfois moi, ne mangent pas ces galettes. Il y a un grand public qui ne mange pas ce genre de galettes pendant Pessah, avant, oui, pas pendant Pessah. Pas pendant Pessah, même en tant qu'apéritif, même en tant que snack. Pourquoi ils ne mangent pas? Alors, je vais expliquer. Non, mais alors pourquoi? Pourquoi ils ne mangent pas les Ashkenazim, ça? Surtout les Ashkenazim. Pas Gibor, pas du tout. Gibor, c'est autre chose. Ça, c'est pas le matzah shrouya. Je veux dire pourquoi les Ashkenazes ne mangent pas, beaucoup ne mangent pas aussi. Ils sont mahmir. Non, ils ne sont pas d'accord. Ils ont très peur. Ils tremblent, bien sûr, du Hametz. Nous, on tremble, ils tremblent encore plus. Qu'est-ce qu'ils ont tremblent? C'est que le jus de fruits, je vous ai dit, plus farine, d'après la halakha ou le vin ou l'œuf, ça ne gonfle pas. Ça ne gonfle pas. Maintenant, eau plus farine, ça gonfle à 18 minutes. Oui ou non? Maintenant, écoutez ça, Haïdouche. Farine, jus de fruits, ça ne gonfle pas. Une goutte d'eau, ça gonfle plus vite qu'une eau et farine. Ah, ben évidemment, parce que comme on ajoute du sucre dans la levure. Exactement. Oui. C'est comme si tu as rajouté, ça gonfle bien plus vite. Et donc, comme ils craignent que par exemple, je vous donne un exemple. Moi, j'ai vu ça dans une usine au Maroc d'un ami où j'ai confiance, mais quoi, les yeux fermés. Depuis la mouture du blé, jusqu'à, il faisait comme ça des gâteaux, des massapins. Massapin Pessah. Comment? Comme je vous avais dit, jus de fruits avec farine. Comment? Et pas d'amande? Non, mais je veux dire la base, tu vois. La base en. Non, Comment? Réponse? Ouais, mais non, mais à mon époque, je vais vous dire, elle base sur rue Jacquemin. Alors, comment? Alors, regardez. Les oranges. Il faut les couper, presser, tiens les mains. Et c'est sur 3 étages différents. Ça. Coupure d'orange dans un étage. Et il les presse. Où il n'y a pas d'eau dans cet étage. Après, il change d'étage. C'est dans des jerrycans. 0. Maintenant, je vous dis, ceux qui craignent qu'il y ait de l'eau, c'est ça qu'ils ne mangent pas ça. Alors, moi, je vais demander à mon ami, comment tu fais pour. On pas contre les oranges. Tu dois les nettoyer. Tu vas les nettoyer à l'eau avant de les couper. Parce qu'il y a de la poussière, il y a énormément de choses. Comment tu fais pour les nettoyer? Pour les rincer avant de les couper. Surtout que, hygiéniquement parlant, il faut les rincer. Après, on va les laisser sécher. Après, dès qu'ils vont sécher, on va les couper. Logique ou pas logique? Il ne faut pas qu'il y ait de l'eau qui reste du lavage. Comme ça, il m'a dit, tu sais ce que je fais? Mais tu vas rigoler, mais c'est comme ça que je fais. Baruch Haba, monsieur Brunner. Bonsoir. Je suis à un mariage, c'est pour ça. Mais c'est vous le Hatan, hein? Ouais, merci. Je voulais simplement dire votre Vaïkra 317. Je ne pouvais pas m'empêcher. 317. C'est la même phrase que Echad Miyodea, Echad Aniyodea. Toutes ces phrases-là, c'est 317. C'est pour ça qu'on a le petit Aleph pour arriver à Echad. Donc, quand vous êtes dans la Haggadah, Echad Miyodea, Echad Aniyodea, c'est la même gematria que Vaïkra. Magnifique. Et Echad Miyodea, Henri Brunner Yodea. Miyodea, bravo. Merci. Bravo. Et bien ça, c'est un beau cadeau à dire au Hatan et Kala. Prenez le micro, faites-leur un petit hidouche. Ok, on va essayer. Hazak. Attention, pas vous faire jeter. Bon, en tout cas, Hazak, c'est bonheur. Alors maintenant, je lui ai demandé comment tu laves les oranges. Comment tu fais? Il m'a dit, tu ne vas pas me croire. Pour être sûr, top. Hein? C'est soir. Je presse des oranges sales, sans les nettoyer. Le jus, je prends et je nettoie avec les autres oranges. Pour ça, quand je vais nettoyer les autres oranges avec, c'est pas de l'eau, je les nettoie avec du jus de fruits. Et donc aujourd'hui, ils sont propres parce qu'ils ont enlevé toute la poussière. Certes, il y a eu de la perte, mais c'est pour pouvoir être sûr anarchiquement qu'il
aucun problème. Il me dit, je prends des citrons en fait, pas que je prends des citrons, ils sont coupés, et les femmes qui s'occupent de la femme de ménage, ils prennent l'orange, ils la nettoient comme ça. Avec du jus, avec un citron, après il la passe à l'autre étage, c'est là qu'il la coupe. Vous imaginez tout ce qu'on fait pour pas hasve shalom. Une seconde, manger du hametz. Akadosh Baruch Hu, franchement, ce peuple, moi je lui mets un like. Alors maintenant on avance. On avance, on peut avancer la Gemara ou on avance pas la Gemara? On avance? Allez, on avance la Gemara. Allez, dans Pessah. On est dans Pessah. Et si Dieu veut, il faut bientôt apprendre aussi les lois du Beth Amikdash. Parce que le Beth Amikdash va être reconstruit dans quelques jours, si Dieu le... Amen. Alors, il faut connaître les lois. Revenons à notre fameuse Mishnah du chapitre, où il y avait une longue discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel sur la priorité du Kiddush, de quelle manière, et sur bien d'autres halachot. Là, je vais prendre un point qu'on avait étudié, et je vais le ramener. On retrouve apparemment une contradiction dans les dires de Beth Shammai. Quelle est cette contradiction? Je vais voir ce que la Gemara nous dit, page Nun Bet Amoud Aleph, 52 foliora en haut. Et qu'est-ce que la Gemara, elle nous dit, Rabotai? Elle dit comme ça. Mais ça, vrai Beth Shammai, dit Birkat Hayom Adifa. On a vu chez Beth Shammai comment on fait le Kiddush. Yom HaShishit. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'ratzabanu Baruch ata Hashem mekadesh haShabbat Savre Maranan Baruch ata Hashem boré peri hagefen Amen. Ça c'est Beth Shammai. Beth Hillel il dit pas du tout. D'abord gefen, après le mekadesh haShabbat comme on fait aujourd'hui. Donc on voit que selon Beth Shammai on met d'abord le kiddush du jour, ça veut dire la sanctification du jour en priorité avant le gefen. Et c'est vrai, si c'est vraiment comme ça, c'est bizarre parce qu'apparemment Beth Shammai se contredit. Et où cela? Tanya, et on retrouve à Nirnas, quand je dis Kiddush, alors attendez, à Nirnas leveto bemotzei Shabbat, celui qui rentre dans sa demeure à l'issue du Shabbat. Et il a un seul verre. Non, alors comment faire le. Non, il va faire l'Avdallah. Je rentre à la maison, je fais l'Avdallah. Mais varech ala yain. Tu fais la bracha du Geffen. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais Boré Pera Geffen. Après, tu fais Boré Meoresh. Après, tu fais Bessamim. Pas comme ça qu'on fait. Et après, tu fais Amavdil. Vimenlo et la Kosehad. Mais si le gars, il a qu'un seul verre, Meshalshan, Manichola Haramazon, ou Meshalshan Nikola Nachara. Alors j'explique c'est quoi le cas de figure, mais j'ai pas envie de trop vous embrouiller, parce que moi je veux mettre en relief la contradiction de Beth Shammai. Mais, eh bien, est-ce qu'on aime s'embrouiller, alors je vais quand même vous embrouiller un peu. Beth Shammai, qu'est-ce qu'on voit dans cette Mishnah? Qu'est-ce que tu fais? Geffen, quand tu fais l'Avdallah le soir, Geffen, bref, Boré Moresh, Bessamim, et après l'Avdallah. L'Avdallah, si je veux prendre le Kiddush et l'Avdallah, ok? Dans les deux, c'est les mêmes idées. L'idée du Kiddush, c'est faire rentrer le Shabbat, et puis et sanctifier le Shabbat, et faire l'Avdallah, c'est finir le Shabbat, d'accord? Qu'est-ce qu'on voit? Beth Shammai, qu'est-ce qu'il dit? Au début du Shabbat, au début, dans le Kiddush, on dit d'abord Kiddush, après on dit Geffen. Dans l'Avdallah, il dit d'abord Geffen, et après le Kiddush Avdalatique. Je veux dire, après, il fait l'Avdallah. Pourquoi il ne reste pas dans la même thématique? Pourquoi dans l'Avdallah, il ne dit pas de faire? Il y a une contradiction. Il y a une contradiction, c'est ça la contradiction. Pourquoi dans l'Avdallah, il ne dit pas de faire, comme il a dit au Kiddush, d'abord, le Mavdi ben Kodesh Lechol, ben Or Lechoshech, ben Israël Amim, Baruch Ata Hashem, Mavdi ben Kodesh Lechol, Savre Maranan, Boré Pera Geffen. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit comme on fait aujourd'hui. Pourquoi cette contradiction? Vous voyez la question que je demande, messieurs? Dans le Kiddush, il dit d'abord, tu fais le Kiddush après le Geffen. Tandis que dans l'Avdallah, il te dit d'abord, tu fais d'abord le Geffen et après l'Avdallah comme aujourd'hui. C'est contradictoire. Je vais vous passer un peu tout ce que la Gemara rentre, jusqu'à qu'elle arrive à la conclusion. Moi, je vais vous donner ma conclusion ce soir parce que sinon, je vais vous perdre dans le trajectoire. La réponse de la Gemara, elle est très belle. Messieurs, c'est très simple. Le Shabbat, je veux accélérer sa rentrée. Alors, je commence par le Shabbat, la sanctification du Shabbat tout de suite. Mais l'Avdallah, c'est quoi l'Avdallah? Je veux retarder la sortie. Je veux pas dire, oh, vite ma clope, vite ma cigarette. C'est ceux qui sont à l'entrée de la synagogue et qui comptent les minutes du discours du rabbin là, pour aller vite, voir, je sais pas moi, leur feuilleton ou aller voir. Ah, c'est ça, Shabbat. C'est ça, Kémassoi, on dirait que c'est une charge. Bâclé. Tu vas vite.
Alors, il te dit, Bet Shammai, non, mais dans l'Avdallah, tu fais d'abord l'Avdallah. Tu fais d'abord le Geffen et après l'Avdallah, parce que l'Avdallah, tu retardes au maximum ta sortie de Shabbat. Faut pas dire que je veux vite m'en débarrasser de ce Shabbat et d'être là avec la montre et le stress. C'est pas joli, c'est massoï. Tu montres comme si le Shabbat, tu veux t'en débarrasser. C'est une manière, ça? C'est pas une manière. Tandis que dans l'entrée du Shabbat, au contraire, je veux rentrer, je veux accélérer sa visite. C'est son entrée de Shabbat. Alors, pour ça que je fais d'abord. Vous avez aimé ou pas la réponse? Vous likez ou pas? Bet Shammai, on t'aime et on te like. Bravo. Maintenant, on avance. Si. On fait toujours Avdallah à la fin, toujours. Non, je ne parle pas pour la fin, mais pour qui douche. Non, le Kiddush, non. Pourquoi? Réponse, on a expliqué pourquoi. Mais Hillel, il dit que non, parce qu'il n'y aurait pas eu de Kiddush s'il n'y avait pas de vin. Donc, c'est le vin qui a amené le Kiddush. Voilà. Mais bien sûr que nous, au contraire, on fait Kabbalat Shabbat avant l'heure. Toujours. Et en Haïm, surtout, c'est les pros du pro d'avant l'heure, 6h30 depuis toute l'été. C'est-à-dire que même si Shabbat il rentre à 8h, bon, en Haïm, je tape par chez moi, 6h30, parce que tellement on aime le Shabbat, et preuve, c'est que sorti du Shabbat, on fait on the dot. Hein? On aime la salade cuite, on ne veut pas attendre. Voilà, mais il faut faire attention. Shabbat, si on peut prendre 1 minute, 2 minutes de plus, pour pas rentrer dans le Hilou Shabbat, et surtout pourquoi? La clope, ça attend un petit peu. Ok, messieurs, maintenant, si vous savez, cette même idée dans la synagogue, ne pas s'asseoir à la sortie de la synagogue, d'être toujours à la sortie. Non, si c'est ta place, c'est ta place. Pas... Mais si vous avez des gens qui en pleine prière changent de place pour se mettre à la sortie ou être devant la porte, c'est pas bien, je crois, non, parce que tu as l'impression que tu veux te casser là, le plus vite possible. Des fois, tu n'as pas le choix parce que je ne sais pas pour cas de force majeure. Mais normalement, de manière générale, essaie de trouver une place, ne pas être debout devant l'entrée. Si c'est pacté, il n'y a pas le choix. Maintenant, on avance. Oui, on avance ou pas? Alors, la Gemara a dit Dafnum Bet, on est en bas. Je dis tour allemand, maintenant j'avance. Bon, actuellement, on va tourner la page, ok? La Gemara nous dit comme ça. On a vu une nouvelle divergence dans la Mishnah. C'était quoi la divergence? Mettez-moi de vous la rappeler. La divergence entre Bet Shammai et Bet Hillel, je vous la rappelle, on en avait plein. Et on a vu une qui est intéressante. Elle dit comme ça. Bet Shammai Omrim, Bet Shammai nous dit, Mechabdim et Tabeit, à l'issue du repas, j'ai fait moitié, j'ai tout mangé, on balaye d'abord la pièce, Vacharkar notlim mayadaim, et après on se lave les mains avec les maïm acharonim. À l'époque, ils mangeaient par terre, à ras le sol, ou un petit divan comme ça, vous savez, à la marocaine. Donc, enfin, la marocaine, je veux dire à la. Ok? Et donc, automatiquement, il y a des détritus, il y a des miettes par terre, il y a des. Vous voyez ce que je veux dire? Et comment on faisait aussi le maïm acharonim? Maïm acharonim, je vous rappelle, c'est l'eau qu'on fait à la fin. Il y a les maïm, il y a l'eau qu'on se lave les mains jusqu'à la poignée. Jusqu'au poignet, excusez-moi, jusqu'au poignet. C'est Znati, je vous ai à l'œil. Jusqu'au poignet, pas jusqu'à la poignée. Je vous regarde. Non, j'ai dit jusqu'à la poignée. J'ai dit, il va me reprendre jusqu'au poignet. Alors, jusqu'au poignet, on fait quoi? On fait la Netiat Adaim d'avant. Mais ça, c'est pas la question. Là, on parle de Netiat Adaim d'après. Comment on appelle ça en hébreu? Maïm Aharonim, les eaux de la fin. Donc, c'était pour se laver, il fallait se laver. La Gemara, on avait vu pourquoi on doit se laver les doigts, les bouts de doigts, les bouts de Le sel. pour enlever le sel, justement en parlant de sel. Il y avait un sel qui était fort à l'époque de la Gemara. C'est d'homme. On pouvait aveugler la personne si elle n'était pas nettoyée les mains comme il faut, si elle touchait son œil ou elle se grattait l'œil, c'était pas bon. On pourrait avoir une conjonctivite. Et aussi notre raison, c'est, on se lave aussi un peu la moustache comme ça pour être propre. Aussi notre raison, par propreté, je vais faire Birkat Amazon, il y a une hygiène à avoir. Et il y a d'autres raisons ésotériques. D'autres raisons ésotériques. Ça, c'est Kabbalistique. Maintenant, à Botaï, alors à l'époque, comment ils faisaient moi j'en vois encore des comme ça. Ils vivent vraiment à l'ère de. Aujourd'hui, il y a des petits saladiers, récipients, maïm acharonim, avec un petit kéli, vous faites zama comme ça, vous voyez. Mais si tu veux le faire à l'arrache, tu prends un verre, tu prends un bocal et tu fais comme ça et c'est tout. Sur la main Israël. Moi, j'en ai d'autres, qu'est-ce qu'ils font? Parce que d'après la Kabbalah, c'est l'eau sale, entre guillemets, c'est l'eau où il y a pas des mauvaises ondes, on va dire, c'est la fin, quoi. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent sous la table. Ils les versent par terre. À l'époque, ça se faisait, c'était de la terre battue, ça rentrait dans la terre, c'était différent. Ouais. Aujourd'hui, c'est du calage. Le gars qui passe après, il se casse la. Bon, en tout cas, il glisse ouais, moi j'ai déjà vu ça. Mais aujourd'hui, toutes les halakhot dont on parle maintenant, ça représenterait aux lois de la table. Aujourd'hui, on fait Maïm Acharonim sur la table.
Donc c'est la même idée. À l'époque, c'était par terre. Maintenant, c'est la table. Donc, qu'est-ce qu'il dit Beth Shammai? Beth Shammai, il te dit, d'abord, on balaye la pièce. Et après, on fait les tilat yadayim. Pourquoi? Parce que comme on versait l'eau, il y avait des miettes, il y avait du pain par terre. Et on n'a pas le droit de mépriser le pain parce que le pain, il allait se dissoudre et il allait se rendre écœurant. Alors, c'est pas joli. C'est pas kavod. Alors, on balaye d'abord et après, on fait maïm haronim. Après, on fait le maïm haronim parce que sinon, ça va devenir une grosse salade. Et Dieu dit, non, tu peux faire Etiatadaï, mais après, tu peux nettoyer sans problème. Alors, pourquoi l'un dit comme ça et l'autre il dit le Beth Shammai, vous l'avez assez compris, je trouve. D'ailleurs, il faut comprendre Beth Hillel, pourquoi il te dit il n'y a pas besoin de faire ça. Alors, on trouve la Gemara. Ouais, Beth Shammai, c'est un peu plus. Non, il est plus rigoureux, disons de cette manière, s'il vous plaît. Parce que sinon, ok. Beth Shammai, il est rigoureux, il est plus dans la Khumra. Alors, pourquoi? Alors, on est à la page 52, folio B, la Gemara nous dit comme ça. Tanou Rabanan. Les sages vous enseignent dans le Braïta tout ce que je viens de dire. Beth Shammai Omrim, Beth Shammai disent, Mechamnim Tabaït, à l'issue du repas, on balaye d'abord la pièce, ça veut dire l'endroit où on a déroulé, où se déroule le repas. Et ensuite, on se lave les mains pour les mains macharonim. Parce que si tu suggères de dire qu'on fait se lave d'abord les mains et après on nettoie, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, Nimtsa Tamarsit Tacholim, ça veut dire que tu vas détruire les aliments qui sont par terre. C'est assaut. N'est-ce pas, de détruire et de saccager, non, en mettant l'eau dessus, ça va c'est pas propre, ça va les gâcher. Voilà le mot, ça va les gâcher, bravo. C'est pas kavod et c'est un mépris clairement par rapport à la nourriture d'Akadosh Baruch qui nous l'a donné, et ça va les rendre répugnants et repoussants. C'est assourd de mépriser le pain, etc. Aval et Tilat Adaïm, Mara, il va expliquer. Aval et Tilat Adaïm, les Beth Shammai et Tichila, l'Osuvira Léou, Maïtama, Mishupirouim. Beth Shammai, il ne pense pas qu'il faut se laver les mains avec les mains macharonim. Pourquoi? Mishum pororim. À cause de quoi? À cause des miettes de pain. Donc, ce que je vous avais dit, ce que je vous ai dit, ok? Agmar, il me dit, Beth Hillel omrim. Très bien. Je dis, par contre, tout ce qu'on a dit, c'est par rapport à la main macharonim. C'est quoi main macharonim? L'eau de la femme. Mais l'eau, au début, il n'y a pas l'idée de nettoyer avant le début. Parce qu'au début, il n'y a pas de miettes. Donc, il n'y a pas de problème de faire une tila de la daïn sur la table. Aujourd'hui ou par terre, à l'époque. Mais donc, on parle toujours de daïn macharonim. Pourquoi? Par rapport aux miettes de la fin du repas. Aval, la Gemara continue. Beth Hillel omrim, im shamash tamit rachamu, notel pirurim, sheyesh beim kazait. Umaniach pirurim shem beim kazait. Dit, le majordome, le serveur qui travaille à la maison, qu'on appelle le shamash. Le shamash, donc, c'est le serveur. C'est un érudit de Torah. Si c'est un érudit de Torah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre tous les morceaux de pain qui ont 27 grammes, qui ont ce qu'on appelle le volume d'une olive. Il va les enlever du parterre, de toute façon. Il sait qu'il va les enlever. Il va devoir les enlever. Donc, il va les enlever. Et s'il va les enlever, qu'est-ce qui va rester? Des miettes. Des miettes, c'est banal, ces miettes. Ça ne peut pas être repoussant et réunion. Bien que je vous avoue que, bien sûr, il faut faire attention au kavod, même aux miettes. Mais juridiquement, anarchiquement parlant, ça ne s'appelle pas que tu méprises la chose. Bien qu'il y en a qui disent au contraire que c'est pas bien de le faire. Parce que c'est, bien que juridiquement tu as le droit de le faire, mais c'est pas bien de le faire et c'est dangereux pour la pauvreté. Ça peut provoquer la pauvreté. Vous savez, il y en a qui à la fin du moti, tout ce qui reste dans l'assiette, quand le papa il a fait le moti, il donne aux gens, il dit c'est pour la parnassa. Pourquoi parnassa? Parce qu'au contraire, parce que si tu vas les jeter, tu vas mépriser, tu vas dire des miettes, je veux pas les miettes. Hachem, tes miettes, j'en veux. Vous connaissez celui-là qui avait dit un jour, pour toi c'est 1000 ans. Alors, donne-moi $1. Il lui a dit attends une seconde. Il a dit attends une seconde, laisse-moi. Alors, c'est bien. Quoi? Tu peux les manger, ces miettes-là, qu'une fois qu'on a coupé le motzi? Bien sûr que tu peux les manger. Oui. Bien sûr, tu les manges. Et bien sûr. Oui, non, on les donne, comme vous dites, mais on peut les ramasser dans une assiette ou un verre, on a pas les manger. Oui. Bien sûr, aucun problème. Alors justement, mais est-ce qu'on a le droit, entre guillemets, de les gâcher? Pas exprès, mais de cette manière. S'il n'y a pas 27 grammes, il n'y a pas quelque chose d'assez important, c'est quelque chose qui est déjà négligeable, on va dire, d'une certaine manière. D'accord? Alors, mais ça y est, les Rabbi Yochanan, et cette braïta soutient l'enseignement de Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Yochanan? Pirurim shen baim kazait, mutar labdan bayad. Il est permis de détruire même directement les miettes du pain qui n'ont pas la taille d'une olive. Ça veut dire, tu sais, tu as mangé la baguette. Il y a plein de miettes là.
tu les ramasses, tu les prends, tu les mets à la poubelle. Est-ce que tu as le droit de faire ça? Oui, ça serait permis de le faire. Il n'y a pas de problème tant qu'il n'y a pas de kazaït, de consistance d'un volume de. On avance. Alors, Agmara dit, je veux comprendre, je ne comprends pas. Mais Tchamaï dit, on ne peut pas faire Netiat Tadaïm parce que tu vas gâcher. Betty, il dit, c'est pas grave si tu gâches parce que tu es. Betty, il dit, c'est pas grave si tu gâches parce que le shamash, le serveur qui va être là, il va déjà enlever, il va savoir enlever les bonnes, les gros morceaux, et donc après, ce qui reste, c'est pas grave. Mais en fin de compte, alors sur quoi ils discutent? Moi, je demande des mecs comme ils flagués. Alors, leur différent est sur quoi exactement? On a dit, c'est très simple. Betty, il est savré. Assour l'ishtamesh beshamash ha'maaretz, ou betchamay savré, beshamash, mutar l'ishtamesh beshamash ha'maaretz. C'est très simple. Leur différent à la rique dont on parle, en fait, elle dépend d'un autre différent halachique. Lequel? Je termine avec ça. Est-ce que j'ai le droit d'embaucher un serveur qui n'est pas Tamid Chacham? À l'époque, surtout à l'époque, qu'il y avait les lois de pureté, d'impureté, terouma, pas terouma, c'était super complexe le repas. Qu'est-ce que tu amènes? Nida, pas nida, sa femme et nida, ça rend pas pur. C'est tout ce que ça peut voir. Donc, est-ce que j'ai le droit d'embaucher un Tamid Chacham ou pas? Bet Shammai, il te dit, tu es obligé de, si tu veux utiliser un shamash, un majordome, il doit être Tamid Chacham. Et comme il était Tamid Chacham, il sait que on peut pas gâcher plus qu'un kazaït. Alors il enlèvera le kazaït avant que tu fasses les tchadaïm. Et Bet Shammai lui dit, tu vas te trouver où? Tu vas trouver Tamid Chacham qui cherche à faire serveur, franchement. Alors quoi, on a le droit d'utiliser, même les ignorants, on peut utiliser tous les majordomes. Et donc, comme les ignorants ne connaissent pas les lois, ils vont laisser même des morceaux de pain de plus de 27 grammes, ils vont pas les enlever. Alors qu'est-ce que je te dis? C'est vrai que moi je te demande de faire maïm macharonim après que tu aies nettoyé j'en dirais aujourd'hui ta table. Pourquoi? Parce que ton serveur, il ne connaît pas toutes ces lois. Pourquoi il ne connaît pas toutes ces lois? Parce que tu n'es pas obligé d'embaucher un serveur qui est Tamid Chacham. Et pour Beth Hillel qui pense que tu oublies de toute façon d'embaucher un serveur de Tamid Chacham, il saura enlever les bons morceaux. Et ce qui va rester, c'est que des miettes. Et alors, s'il reste que des miettes, ce n'est pas un problème. Messieurs, dames, je vous dis Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Et je vous dis Hazak ou Baruch. Et bravo pour votre persévérance des shiurim. Je suis jaloux de vous. Quelles écoutes que vous avez. On va parler. C'est facile de parler, hein, que tu parles. Donc, Mais vous nous attirez. écouter celui-là, comment tu peux l'écouter? Vous Alors, attirez. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.